À la réunion de famille, mon père m'a pointé du doigt et a crié « Tu es la plus grande déception de la famille, un échec complet ». J'ai souri, je me suis servi un autre verre et j'ai dit « Il faut en être un pour le savoir, n'est-ce pas ?» Détourneur de fonds? Mon oncle a ri. Regarde-toi, à faire semblant de réussir alors que tu n'es qu'un pauvre type pathétique. J'ai souri plus largement, j'ai sorti des documents et j'ai dit « Et je me souviens de qui est le propriétaire de ta maison maintenant. » Petit indice, ce n'est pas toi. 3 jours plus tard, j'ai gelé leurs actifs, réclamé le remboursement des prêts et entamé une procédure de saisie immobilière. Mais le vrai spectacle n'avait même pas commencé. J'avais des années de vengeance planifiées. Donc moi, 31H, je ne m'attendais jamais à ce qu'un barbecue de réunion de famille se transforme en une exécution publique, la mienne, apparemment. Mais honnêtement, je suis content que ce soit arrivé, car ce moment m'a donné le dernier peu de carburant dont j'avais besoin pour allumer l'allumette que je tenais depuis des années. Laissez-moi planter le décor. Ma famille n'a jamais été vraiment fonctionnelle, mais cette réunion était censée être différente. C'est la femme de mon cousin Darren qui l'a organisée. Elle vient de l'extérieur de la famille, ce qui explique probablement pourquoi il y avait un semblant de structure. Elle a réservé un grand domaine Airbnb près du lac Martin, a fait appel à un traiteur et a même préparé des cartons nominatifs et un photomaton. Mignon, non? J'ai failli ne pas y aller. Ma relation avec mon père est, disons, tendue. Pour lui, j'ai toujours été le fils raté, non pas parce que j'échoue réellement, mais parce que je n'ai pas repris son entreprise de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, comme il le voulait. J'ai suivi ma propre voie, j'ai créé une petite société de conseil en capital investissement avec 2 associés. Nous achetons des petites entreprises en difficulté, nous les restructurons et nous les revendons ou les reconstruisons. De l'argent discret, pas accent grave-l'œil, mais apparemment pas, viril, ou du vrai travail, selon les standards de ma famille. Je suis donc arrivé en retard, juste à temps pour la 2e tournée de boissons et la première vague d'insultes. Mon père tenait la cour près du barbecue, une bière à la main, déjà bruyant. On pouvait sentir la chaleur de la tension et du soleil de juillet. Les gens riaient, discutaient, les enfants couraient dans les arroseurs. On n'aurait jamais deviné ce qui allait arriver. Puis ma tante lui a demandé de dire quelques mots pour commencer. Grosse erreur. Il tapote une cuillère sur sa Michelob Ultra comme s'il s'apprêtait à porter un toast de mariage et dit à voix haute « Eh bien, à la famille, au vrai succès, au vrai travail acharné. » Pas comme certaines personnes qui arrivent en retard, prétendent être riches et n'ont toujours rien foutu de leur vie. Tu sais de qui je parle. La plus grande déception de notre famille, mon propre fils. L'atmosphère est devenue immobile, comme si chaque feuille des arbres retenait son souffle. Je l'ai regardé, pas choqué, ce n'était pas nouveau mais j'ai senti le déclic, comme si quelque chose en moi disait doucement « Bon, ça suffit ». Alors j'ai souri, je me suis dirigé vers la glacière, j'ai sorti un Topo Chico au whey, je ne bois même pas beaucoup, je l'ai décapsulé et je l'ai levé. Il faut en être un pour le savoir, n'est-ce pas, détourneur de fonds? Ça l'a fait taire. Ma mère a eu le souffle coupé. Mon oncle Mitch a carrément recraché sa bière par le nez et a commencé à siffler de rire. Mais je n'avais pas fini. Oncle Mitch, qui est tout aussi vantard que mon père, a tenté de changer de sujet. Regarde-toi, à prétendre être un investisseur de génie alors que tu n'es qu'un pauvre type pathétique. J'ai souri encore plus largement. J'avais le dossier dans mon sac. Je l'ai sorti et je l'ai ouvert, des copies de contrats de prêt, de transfert de titres de propriété, et même un privilège. Et je me souviens de qui est le propriétaire de ta maison maintenant. Pour ta gouverne, ce n'est pas toi. Le silence était absolu. On pouvait entendre le vent dans les arbres, un chien aboyer au loin sur la route. Et puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Sans expliquer, sans crier, je les ai juste laissés mariner. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé pour la première fois depuis des mois. Parce que c'était l'étincelle dont j'avais besoin. 3 jours plus tard, j'ai gelé tous les actifs détenus conjointement sous la société Écran dont j'avais discrètement pris le contrôle l'année dernière. J'ai réclamé les prêts en souffrance que mon oncle utilisait pour maintenir à flot sa concession automobile. J'ai entamé une procédure de saisie sur la maison du lac qui, surprise, servait de garantie. Et ça, ce n'était que le début. 3 jours après la réunion, les notifications officielles sont parties, email, courrier postal, copie certifiée conforme, tout était bétonné. Le temps que mon père et mon oncle réalisent ce qui se passait, les engrenages étaient déjà enclenchés.
Mais revenons en arrière. Cela n'est pas sorti de nulle part. Il y a 2 ans, après un autre Thanksgiving humiliant où j'ai été relégué dans le garage pour manger avec les autres cousins bizarres, j'ai pris une décision. J'en avais marre de jouer les pacificateurs, marre d'être le bouc émissaire facile. J'ai donc arrêté d'essayer de me faire aimer et j'ai commencé à prêter attention. Mon père avait l'habitude de se vanter quand il buvait, il se vantait constamment de la façon dont il prélevait sa part de l'entreprise de CVC avant de prendre sa retraite anticipée. Il se croyait malin, mais au fil des ans, plus il buvait, plus il en révélait, des noms, des montants, de fausses factures, des comptes louches. Mon oncle était pire, une crise de la quarantaine ambulante qui a acheté une concession automobile avec de l'argent emprunté à des prêteurs privés qu'il pensait endormis. L'un de ces prêteurs, c'était moi. Il n'en avait aucune idée, bien sûr. Le prêt passait par une société holding que j'avais créée dans le Delaware, intégrée à un groupe de lignes commerciales à haut risque. Le contrat était clair, 3 paiements manqués et le prêt pouvait être exigé en totalité. Je lui ai donné de la corde, il l'a utilisé exactement comme prévu. Au cours des 18 derniers mois, j'avais commencé à acquérir discrètement des parts d'actifs familiaux qui avaient été transmis de génération en génération mais qui étaient endettés jusqu'au cou, la maison du lac, l'entrepôt de mon oncle, même l'acte de propriété d'un centre commercial que mon père avait autrefois possédé en copropriété mais dont il s'était désintéressé. Tous gagés, tous légalement enchevêtrés dans un réseau de sociétés écrans, de rachats discrets et de restructuration de fiducie. Personne ne prêtait attention parce que personne ne pensait que je valais la peine d'être surveillé. Ils pensaient que j'étais un perdant. C'était mon camouflage. Le moment où mon père m'a publiquement humilié à la réunion m'a donné la dernière pièce dont j'avais besoin, la preuve qu'il ne changerait jamais, et que je ne leur devais absolument rien. Fini les avertissements, fini les délais de grâce. Les ordres de gel ont été exécutés au moment où j'ai déclenché les clauses d'exécution. Compte bancaire bloqué. Ligne de crédit coupée. Toute entreprise liée à ces actifs gelés a été signalée, déclenchant automatiquement un examen du fisc. La saisie de la maison du lac était une simple formalité, je payais les impôts dessus depuis plus d'1 an de toute façon, juste pour que le comté leur fiche la paix. Le meilleur dans tout ça? Ils ne savaient même pas que j'étais derrière tout ça. Pas encore. Ils pensaient que c'était une erreur de la banque, peut-être un problème technique. Jusqu'à ce que les appels commencent à être rejetés. Jusqu'à ce que la concession de mon oncle reçoive la visite d'auditeur. Jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'aucun de leurs avocats ne pouvait joindre le vrai décisionnaire derrière les sociétés impliquées. Parce que cette personne avait un nom différent, le mien. Je suis resté chez moi, calme, tranquille, à boire du thé pendant qu'il s'agitait. Ma boîte de réception était pleine de messages passifs-agressifs, de textos de cousins qui voulaient soudainement prendre des nouvelles, de messages vocaux de ma mère me suppliant d'être le plus intelligent. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que ce n'était que la phase 1, l'effondrement. La phase 2, ce serait la révélation. À la fin de la semaine, leur vie était en chute libre. Le premier à craquer fut mon oncle. Le prêteur de sa concession a retiré son financement dès que le gel des actifs a été effectif. Sans ce crédit renouvelable, il ne pouvait plus écouler son stock. Les voitures restaient sur le parking pendant que les vendeurs démissionnaient, les chèques de paie étaient sans provision, et quelques clients ont commencé à faire un scandale à propos de titres de propriété retardés. Puis est arrivé le bloc d'affaires local qui a relevé la procédure de saisie contre la propriété sur laquelle il opérait, celle que je possédais désormais via une société écran basée au Nevada. Je n'ai même pas eu à le divulguer, le document était public. Mais je savais exactement qui le remarquerait. La chute de mon père a été plus lente mais plus chaotique. Après avoir pris sa retraite de l'entreprise de CVC, il avait gardé le contrôle des comptes en sous-main, principalement par l'intimidation et la loyauté. Le nouveau directeur général, cependant, n'était pas aussi loyal qu'il le pensait. Lorsque les comptes ont été gelés, la paie n'a pas pu être traitée, et c'est à ce moment-là que le DG est devenu un lanceur d'alerte. Il a tout remis à un comptable externe et a démissionné. Ce rapport d'audit est allé directement au conseil d'administration. Il s'est avéré que le détournement de fonds dont mon père plaisantait n'était pas exactement de l'histoire ancienne. Ils ont ouvert une enquête pour fraude. Je n'ai rien eu à faire. Le timing était parfait. Avec leur infrastructure financière en implosion, il n'a pas fallu longtemps pour que le reste de la famille panique. Soudain, je recevais des textos de cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, pour prendre des nouvelles ou essayer de jouer les pacificateurs.
Une de mes tantes a envoyé un message sur Facebook disant que les familles traversent des moments difficiles et que il y a sûrement un moyen d'arranger ça. Tout cela n'avait aucun sens. Il n'avait jamais été intéressé à arranger quoi que ce soit quand c'était moi qui étais humilié. 3 nuits plus tard, j'ai appris que mon oncle avait essayé d'emprunter sur sa maison personnelle, celle sur laquelle j'avais désormais légalement un privilège. Sa banque l'a rejeté. 2 heures après, il m'a appelé pour la première fois en plus de 4 ans. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un long message vocal désespéré, divagant sur des malentendus, sur le fait que nous sommes du même sang, et qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. J'ai gardé le message comme preuve. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais pas encore fini. J'avais engagé un cabinet d'expertise comptable judiciaire 6 mois plus tôt pour examiner chaque actif, société, fiducie et propriété liée au nom de mon père et de mon oncle. Je ne cherchais pas seulement à démanteler ce qu'ils avaient construit, je voulais savoir sur qui ils avaient marché pour le construire. Et ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac: fausses factures, employés fantômes, fonds détournés des retraites des employés vers des sociétés écrans fictives. L'une de ces sociétés était toujours enregistrée au nom de ma grand-mère, décédée il y a 6 ans. Ce n'était pas seulement le karma. C'était criminel. Le dossier que j'avais constitué était maintenant assez épais pour être envoyé à 3 agences différentes. Mais j'ai attendu. Pas encore. Parce que j'avais prévu autre chose d'abord, un email à toute la famille qui briserait la dernière illusion qu'ils entretenaient encore. Avec des pièces jointes et une date. Parce que le vrai spectacle? Il n'avait pas encore commencé. 1 mois après la première réunion, celle où mon père m'a humilié devant tout le monde, j'ai envoyé une autre invitation. Même groupe, même lieu, mais cette fois-ci, ce n'était pas un barbecue. Pas de château gonflable, pas de cousins jouant au lancer de sacs dans le jardin. Juste un email formel avec un en-tête en noir et blanc et pour objet, examen des affaires familiales, présence requise. J'ai réservé le lieu moi-même, une salle de réception non loin de la concession désormais vide de mon oncle. L'ironie était intentionnelle. Le code vestimentaire était la tenue de ville. La plupart pensaient que c'était une blague. Ils sont venus quand même. Mon oncle est arrivé, pâle et en sueur, visiblement amaigri. Mon père est arrivé en retard, essayant de paraître calme, mais la raideur de sa démarche et le silence de son entourage habituel en disaient long. Quelques cousins et beaux-parents traînaient, confus mais nerveux. Je me suis avancé, j'ai allumé le projecteur et je me suis présenté. Non pas comme la déception, non pas comme le perdant dont il se moquait, mais comme le directeur général d'un groupe de surveillance financière. Un groupe qui détenait désormais le contrôle légal sur 6 de leurs actifs les plus endettés. Et puis la présentation a commencé. Diapositive après diapositive, ligne après ligne, les employés fantômes, les retraits frauduleux, le siphonnage des retraites. Copie de chèques, signature falsifiée, contrat de prêt avec mon nom caché à la vue de tous. J'ai exposé chaque mouvement que j'avais fait patiemment, silencieusement pendant 2 ans. La pièce devenait de plus en plus silencieuse à chaque diapositive. Puis j'ai distribué les dossiers. Pas numérique, physique. Des chemises gaufrées. À l'intérieur, des rapports de synthèse des enquêtes en cours, des copies d'affidavits signés de lanceurs d'alerte, et un avis de divulgation financière complète qui avait déjà été envoyé aux agences de régulation. Mon oncle a commencé à respirer rapidement. Mon père ne bougeait pas. Je leur ai fait une seule offre: divulgation complète, cession volontaire des actifs et démission de tous les liens corporatifs restants en échange d'accords confidentiels et sans escalade supplémentaire. Personne n'a parlé pendant 2 bonnes minutes. Puis les cris ont commencé. Mon père a hurlé à la trahison. Mon oncle a essayé de négocier. Un cousin s'est levé et m'a accusé de ruiner la famille. Je les ai laissés parler. Je n'ai pas répondu. Chaque mot était enregistré, et ils le savaient. Un par un, ils ont quitté la pièce. Certains sont partis en trombe, d'autres sont restés assis, abasourdis. Mais le message était clair: l'homme qu'ils avaient autrefois humilié, méprisé et dont ils s'étaient moqués était maintenant celui qui tenait le stylo. Et le prochain chapitre de leur vie allait s'écrire dans des contrats, pas dans des excuses. 1 semaine plus tard, les 2 premières démissions ont été annoncées. La concession a été mise en vente. Le nom de mon père a discrètement disparu du site web de l'entreprise de CVC. Mais le moment le plus satisfaisant? Recevoir une carte par la poste, signée de ma mère. Il y avait juste écrit: tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Et elle avait raison.
Je n'étais pas obligé. Mais je le voulais. Parce que la vengeance, ce n'est pas crier. Ce n'est pas prouver quelque chose sur le moment. C'est une question de patience, de stratégie, de discipline. C'est regarder les mêmes personnes qui vous ont écrasé sous leurs bottes réaliser enfin que vous étiez celui qui soutenait le plancher depuis le début, pour ensuite le retirer de sous leurs pieds.